On accueille ici aussi ce soir des associations de santé communautaire qui proposent des accompagnements globaux et qui luttent contre les discriminations à tous les endroits du système de santé et social. Je vais laisser dans un premier temps la parole à deux représentantes de l'association Accept ST, qui est une association parisienne représentée aujourd'hui par Laszlo, qui est coordinateur du pôle santé et prévention et co-directeur de l'association, ainsi qu'à Chanel, qui est médiatrice en santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup l'association dont vous faites partie et puis particulièrement les démarches de médiation en santé qu'elle met en œuvre? Oui, du coup merci pour l'invitation. Moi je vais m'occuper de présenter l'association et ensuite je passerai le micro à ma collègue Chanel pour parler de la médiation en santé et de comment c'est un outil indispensable aujourd'hui pour lutter contre les inégalités en santé. Donc pour l'histoire d'Accept ST, on fête nos 14 ans cette année. Moi ça fait 4 ans et demi que je travaille à l'association. L'association historiquement elle a été créée par majoritairement des femmes trans, migrantes d'Amérique latine, pour certaines concernées par le VIH et majoritairement travailleuses du sexe. Aujourd'hui, on est 17 salariés, 18 la semaine prochaine, donc je pense que je peux déjà dire 18, dont 15 personnes trans. Donc on est vraiment une association de pair à pair et à ma connaissance, la seule asso qui embauche autant de personnes trans en France à minima et je crois en Europe. On a plusieurs agréments. On a un agrément de représentant des usagers du système de soins à niveau national. On a un agrément pour la domiciliation. On a un agrément pour du dépistage rapide. Et le public, historiquement, du coup, c'était des femmes trans migrantes d'Amérique latine. Et ces 4 dernières années, c'est toujours cette population est restée, mais le public a aussi évolué. Et donc, on a des personnes trans qui viennent de différentes parties du monde et aussi des personnes trans françaises. Mais il y a un dénominateur commun dans le public qui est une forme de précarité à un endroit. Donc même pour les personnes trans françaises, celles qui restent et qui sont accompagnées à l'association, il y a de la précarité quelque part, qu'elle soit économique, affective, de logement, enfin il y a de la précarité. On accompagne aussi de plus en plus de mineurs accompagnés par l'ASE par exemple. Voilà. Ça c'est pour comprendre un peu les publics qu'on accompagne. Et on s'organise du coup, donc les 18 salariés en différents pôles au niveau de l'association. Il y a le pôle santé sur lequel on travaille avec Chanel essentiellement, donc qui est constitué de moi, une coordinatrice et 6 médiatrices en santé. Sur ce pôle, on fait, comme je l'ai dit, du dépistage au local et hors les murs dans une démarche d'aller vers. Chaque médiatrice a un peu ses spécificités d'action, donc Chanel parlera de son travail tout à l'heure plus spécifiquement, mais on essaye en fait de balayer assez large tous les publics trans, travestis et également les partenaires, parce qu'on est une asso aussi en premier lieu de lutte contre le VIH/SIDA et en fait les chaînes de contamination, elles passent aussi par les partenaires et les clients des travailleuses du sexe et souvent c'est un public qui est complètement oublié et qui n'est pas responsabilisé sur ces questions-là. Donc on travaille également en ligne dans une démarche d'aller vers avec eux. Sur le pôle santé, il y a également un psychologue qui fait une permanence tous les lundis au local de l'association. Et on a un partenariat historique avec un hôpital qui est l'hôpital Bichat, pour ceux qui le connaissent à Paris depuis 10 ans. Et donc on a une médecin infectiologue qui vient tous les lundis au local dans le cadre d'une permanence hors les murs du Cégide pour primo-prescrire la PrEP directement au local pour les personnes qui ont une couverture sociale et sinon rebasculer vers la passe avec une médiatrice en santé. Et à l'inverse, on a des médiatrices en santé qui vont plusieurs fois par semaine pour l'accompagnement des personnes séropositives au sein du service, pour l'accompagnement PrEP et qui font pas juste un travail de traduction et d'interprétariat pour lever l'obstacle de barrière à la langue, mais qui facilitent vraiment la compréhension du parcours de soins, qui réinterprètent les parcours de soins, qui permettent de maintenir les gens dans le soin, Voilà, il y a un vrai travail de médiation dont va parler ensuite Chanel. Ensuite, il y a le pôle social, sur lequel on a 4 intervenants sociaux, donc 2 intervenants sociaux qui font des démarches administratives générales, une personne qui s'occupe de l'insertion vers l'emploi et une personne qui s'occupe du FAST, le Fonds d'action sociale trans. Le Fonds d'action sociale trans, c'est un fonds qui repose de donations de gens comme vous et moi, donc n'hésitez pas à soutenir le FAST si vous voulez, et qui permet de délivrer des aides financières aux personnes trans les plus précarisées quand il n'y a pas de réponse dans le droit commun. Ça passe par des nuitées d'hôtel en hébergement pour les personnes qui arrivent en France, qui demandent l'asile et qui n'ont pas encore de place en CADA. Ça passe par des personnes trans qui ont moins de 25 ans, qui n'ont pas encore le RSA. Donc voilà, c'est des nuitées d'hébergement, c'est de la délivrance de tickets services pour l'alimentation, du paiement de passes Navigo pour faciliter les déplacements. Les passes Navigo, c'est les passes pour le métro, éviter les contrôles et donc les OQTF.
On aide également à payer les dettes, les titres, enfin les timbres fiscaux pour les titres de séjour. On aurait aimé pouvoir aider aussi dans les parcours de transition, parce que comme l'a expliqué Jules tout à l'heure, il y a toujours une santé à deux vitesses. Et si tu as de l'argent, ça va vite. Si tu n'as pas d'argent, faut que tu aies du temps. Malheureusement, si on dit oui à une personne, la demande serait exponentielle. Donc le FAST permet pas de couvrir ces frais-là aujourd'hui. On a un pôle juridique sur lequel il y a du coup deux personnes à partir de la semaine prochaine pour point d'accès aux droits généraux sur victimes de violences, d'agressions, droits des étrangers, droit au logement, accompagnement dans les changements d'état civil. Donc voilà. On a une plateforme qui est financée. En fait, j'avais prévu un PowerPoint et comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de projection, faut que je... Il y a une plateforme qui est financée par l'ARS, qui est pour le coup une plateforme expérimentale qui s'appelle Trajectoire Jeunes Trans, qui est une plateforme qui regroupe les 3 associations trans principales parisiennes qui sont Outtrans, Espace Santé Trans et Acceptes, en co-coordination avec les hôpitaux de la PHP qui suivent les mineurs trans. En fait, le but de cette plateforme, c'est de faciliter et de coordonner du coup les parcours de soins des mineurs, et la coordinatrice, elle facilite le lien entre les assos et l'hôpital, et ça a permis notamment de réduire les délais. Avant la mise en place de cette plateforme, il y a 2 ans, le délai d'attente pour des mineurs, c'était 2 ans pour un premier rendez-vous, donc les hôpitaux de toute façon prenaient pas après 15 ans. Aujourd'hui, on est entre 1 et 3 mois pour un premier rendez-vous à l'hôpital, donc c'est vraiment une plateforme qui fonctionne très bien. Et on a ensuite un pôle convivial et sportif avec diverses activités pour lutter contre l'isolement. Ça, c'est ce qui est à destination du public. Et ce qui n'est pas directement à destination du public, c'est le pôle recherche. Tout à l'heure, on parlait de la HAS. On a notamment des personnes de l'association qui sont dans les groupes de travaux et d'écriture pour les recommandations de la HAS. On est aussi sur plusieurs recherches autour de la santé sexuelle des personnes trans. Et on a aussi un pôle plaidoyer, du coup, pour essayer de lutter contre toutes ces lois magnifiques qu'on est en train d'essayer de nous faire passer. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour au niveau de la présentation de l'association. Et donc c'est vrai qu'un des leviers depuis toujours à l'association et un des jobs fondamentaux, c'est la médiation en santé, qui manque encore énormément de reconnaissance. Souvent les médiatrices en santé sont vues comme des personnes concernées qui font de la traduction. C'est pas ça la médiation en santé, sinon ça coûterait peut-être moins cher et ce serait plus facile de prendre des interprètes. Donc il y a un vrai besoin de reconnaissance, et nous on milite pour que il et elle soient reconnus comme des pros de santé à part entière qui participent en fait au système de soins. Et du coup je vais laisser Chanel parler en espagnol avec l'interprète pour expliquer son travail. Muy buenas noches a todos, a todes. Me llamo Chanel, soy ciudadana ecuatoriana. Actualmente soy mediadora de salud en la asociación Acceptes después de 1 año y medio. También soy trabajadora sexual. En el 2023 me preparé para un diploma universitario en la Universidad de la Sorbona Bobigny. Gracias a este diploma pude realizar un estage al servicio de maladie infecciosas y tropicales al Hôpital Bichat. Ok. On s'est un petit peu concerté pour découper un petit peu parce qu'il y a une grande présentation. On va essayer de faire au mieux pour que ce soit fluide pour tout le monde. Donc pour résumer, bonsoir à tous. Donc elle disait, je m'appelle Chanel Piloso, j'ai 48 ans et je suis d'origine équatorienne. Actuellement, je suis médiatrice de santé au sein de l'association Acceptes. Je suis aussi travailleuse du sexe. En 2023, j'ai obtenu un diplôme de médiatrice en santé à l'université de la Sorbonne à Bobigny, dans lequel j'ai pu réaliser un stage dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris. Las experiencias y las discriminaciones que he vivido hasta el día de hoy las he transformado en motivación y herramientas de empoderamiento para poder brindar ayuda y luchar por los derechos de las personas beneficiarias de l'association Acceptes. Ok, donc les expériences et les discriminations que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à les transformer et à les utiliser comme des motivations et des outils de prise de pouvoir pour pouvoir fournir un soutien et aussi lutter pour les droits des personnes bénéficiaires au sein de l'association Acceptes. La intersección entre putofobia, la xerofobia, la transmisoginia, el racismo y la xenofobia son factores que nos fragilizan y nos hacen vulnerables y crean la exclusión. Todo esto...
l'intersection entre les termes qu'on connaît, la putophobie, la sérophobie, la transmisogynie, le racisme et la xénophobie nous fragilisent et nous rendent vulnérables et créent évidemment de l'exclusion. Todo esto también degrada y crea la precariedad afectiva y familiar. El acceso a la formación o al trabajo formal, cuando acumulas tantos factores de exclusión, es extremadamente pesante, lo cual impacta gravemente nuestra salud global, en particular la salud sexual y el bienestar mental. Estas situaciones crean grandes dificultades en la capacidad de las personas para poder realizar sus trámites administrativos. Tout ceci dégrade et crée de la précarité affective et familiale. L'accès à la formation, à avoir un travail formel, quand on cumule autant de facteurs d'exclusion, c'est extrêmement lourd à vivre. Ceci impacte gravement notre santé globale et en particulier la santé sexuelle et notre bien-être mental. Ces situations créent de grandes difficultés dans la capacité pour ces personnes à pouvoir réaliser par exemple tout ce qui est administratif, faire leurs papiers, leur procédé administratif, c'est très compliqué pour elles. Un ejemplo que pueden hacerles es comprender el daño que crean este cúmulo de factores de discriminación. Una mujer trans, trabajadora sexual seropositiva, tiene mucha dificultad en poder comunicar a su pareja su seropositividad, porque detrás de esta confesión hay muchos tabúes, tales como que por qué fue contaminada por ser prostituta, se contaminó por irresponsable. La mujer trans pierde la estima de ella misma y debe estar buscando formas de disuasión para esconder su trabajo, sus prácticas sexuales y para esconder sus medicamentos antirrétrovirales. Un exemple pour faire comprendre exactement les dommages que crée en fait justement le cumul de ces facteurs de discrimination. Elle dit par exemple pour ma part être une femme trans, travailleuse du sexe, séropositive, avoir la difficulté de pouvoir communiquer avec mon compagnon justement autour de la séropositivité, parce que derrière ça se cachent toujours des confections compliquées et beaucoup de tabous. Un exemple, par exemple, ce qui ressort pour elle, elle dit voilà, elle a été contaminée parce qu'elle était prostituée, elle a été contaminée parce qu'elle était irresponsable. Voilà, ce genre de tabou, ce genre de pensée, elle dit voilà, une femme trans, elle perd toute l'estime d'elle-même. Elle doit constamment chercher des manières de cacher son activité, de cacher ses pratiques sexuelles, cacher aussi ses médicaments, ses antirétroviraux, ce genre de choses. Casi 10 años que lo decimos, por la ley del 2016 de penalización de los clientes, participa a la precarización, la violencia, la contaminación, el VIH en nuestra comunidad. El contexto represivo del trabajo del sexo coloca a las trabajadoras sexuales en contexto de riesgo. Tenemos que escondernos más para proteger a los clientes de la represión policial. Sabemos también que aunque ya no existe una ley que penalice directamente a las trabajadoras del sexo, la policía aplica una forma de represión muy severa en los lugares de trabajo del sexo. Se observa, por ejemplo, un aumento de los controles de los OQTF con la nueva ley de inmigración. Los QTF ahora duran 3 años, no más 1. Esto significa que incluso para las personas que pueden solicitar un título de SOJUR, por ejemplo, por motivo de SWAN, de salud, reciben un QTF y tendrán que esperar 3 años, o sea, serán seropositivas clandestinas. Y entonces aquí es donde se concretiza las discriminaciones como la xénophobie, la putofobie, racisme, sérophobie et transmisogynie. Ok, donc pour expliquer et venir ensuite au sujet suivant, c'était voilà, que ça fait 10 ans qu'il y a à peu près ce discours. Malheureusement, la ley de 2016 sur la pénalisation des clients participe à des clients de travailleurs sexuels, participe à la précarisation, à la violence et à la contamination de VIH dans notre communauté. Le contexte répressif du travail du sexe positionne les travailleurs sexuels dans un contexte de risque. Nous devons nous cacher encore plus pour pouvoir protéger aussi les clients de la répression policière. Nous savons très bien que même s'il existe une loi qui ne pénalise pas directement les travailleurs du sexe,
la police applique une forme de répression très sévère dans les lieux de travail du sexe. On observe par exemple une augmentation des contrôles, une augmentation des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, distribuées avec la nouvelle loi d'asile-immigration. Les OQTF, aujourd'hui, durent 3 ans et non plus comme avant 1 an. Ceci implique et signifie que pour les personnes qui peuvent être en demande d'un titre de séjour, par exemple pour motif de santé, si elles reçoivent un OQTF, elles devront alors aujourd'hui attendre 3 ans, ce qui implique qu'elles vont rester séropos-clandestines. Donc ceci participe à la concrétisation de les discriminations énoncées juste avant autour de la xénophobie, la putophobie, le racisme, la sérophobie et la transmisogynie. Ahora voy a hablar sobre la historia de las personas trans con el mundo medical y voy a explicar cómo mi trabajo ayuda a hacer el puente entre estos dos mundos quebrados. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler sur mon expérience avec les personnes trans dans le monde médical et je vais vous expliquer comment mon travail aide à créer un pont entre ces deux mondes qui ne communiquent pas, qui sont brisés. La historia de las personas trans con el mundo medical es una historia de violencia y sufrimiento. Una historia contra la psiquiatrización, la infantilización y para la autodeterminación. La barrera de la lengua es muy grande también para el acceso al sistema de salud jurídico y social. L'histoire des personnes trans dans le monde médical est une histoire de violence et de souffrance. Une histoire contre la psychiatrisation, la infantilisation et l'autodétermination. La barrière de la langue est aussi très grande pour ce qui permet d'accéder au système de santé juridique et social. Mi trabajo dentro de la asociación y el equipo de Aceptesté es orientar, acompañar a nuestra comunidad trans migrante activamente durante el proceso de procurar estructuras de salud que sean adaptadas a las personas, pero también a estas estructuras medicales que trabajen en conjuntos con nosotros y formarse para poder trabajar activamente. Mon travail au sein de l'association et de toute l'équipe de l'association Aceptesté est d'orienter, d'accompagner les personnes de notre communauté trans migrantes activement pendant leur processus et de pouvoir leur fournir des structures de santé qui soient adaptées aux personnes, mais aussi mon travail consiste à appeler ces structures médicales pour qu'elles travaillent avec nous en coalition pour pouvoir les former et qu'on travaille ensemble de manière active. En toda esta experiencia personal dentro de la mediación de salud, debo recalcar la importancia de nuestro trabajo como mediadoras de salud dentro y fuera del local. La presencia de nuestra asociación dentro del campo de salud social jurídico, integración es muy importante para las personas hispanofón y francofón. Mis experiencias personales han llegado a crear un vínculo fuerte y conciso dentro de las necesidades más frecuentes e importantes en razón de salud y administrativas. Dans toute cette expérience personnelle à l'intérieur de la médiation de santé dans l'association Aceptesté, je dois faire ressortir l'importance de notre travail avec les médiatrices de santé à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de nos locaux. La présence de notre association à l'intérieur de ce champ d'action de santé est aussi sociale, juridique. L'intégration est très importante pour les personnes hispanophones et francophones. Mon expérience personnelle a réussi à faire créer un lien fort et concis à l'intérieur des besoins les plus fréquents et les plus importants qu'elles pouvaient rencontrer autour des questions de santé et des questions administratives. La mediación de salud en la asociación, nosotros la interpretamos como una herramienta de respuesta contra las inegalidades de acceso a la salud y acceso a derechos sociales. Nosotros encaminamos diferentes procesos de acompañamiento a personas víctimas de violencia, orientamos hacia los abogados, a los servicios competentes, acompañamiento a los servicios sociales y también estamos encaminando procesos de promoción de salud. La prevención, y hacemos esto para reducir los tiempos, proponer nuestra intervención y hacer que esto facilite rápidamente el acceso a sus derechos y también a los servicios de salud y a los materiales de prevención. Ok. La médiation de santé dans notre association, nous l'interprétons comme un outil de réponse contre les inégalités d'accès à la santé et l'accès aux droits sociaux.
Nous acheminons différents processus d'accompagnement pour les personnes victimes de violences. Nous orientons ces personnes vers des avocats, vers des services compétents. Nous les accompagnons vers les services sociaux. Et aussi, nous pouvons les acheminer et les orienter vers un processus pour promouvoir la santé sexuelle, la prévention, et tout ceci dans l'idée de réduire les temps de prise en charge. Notre intervention consiste à faciliter et à faire avancer plus rapidement l'accès aux droits et aussi aux services de santé en termes de matériel de prévention. ¿Y qué es la reducción de tiempo? La reducción de tiempo es una herramienta que a través de la mediación estamos preservando la salud comunitaria. Mi rol principal como mediadora de salud es crear un puente entre las personas transmigrantes y las estructuras de salud administrativa. Le sujet de la réduction de temps dans les prises en charge, c'est un outil qui, à travers la médiation, nous essayons de préserver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réduisant le temps de prise en charge, l'idée, c'est de préserver la santé communautaire. Mon rôle principal comme médiatrice de santé est de créer un pont entre les personnes transmigrantes et les structures de santé et administratives. Mi colega puede explicar la situación de... Como ejemplo, podemos hablar sobre la PREC y la ruta para acceder a la PREC establecida en la asociación desde hace 5 años. Un médico del CEGIC del Hospital Bichá que realiza la permanencia directa en el local todos los lunes. El lunes es el día que recibimos a las personas que vienen por primera vez a la asociación. La doctora trabaja con una mediadora de salud que se ocupa de las citas, de llamar a las personas, de explicar la importancia de la PREC. La mediadora hace permanencia en el Hospital Bichá 2 veces por semana para acompañar a los médicos de la PREC. Crea una verdadera continuidad y un vínculo entre la oferta de la salud y a la asociación y el hospital. Ok. Donc, par exemple, dans ces prises en charge, on peut prendre l'histoire de la PrEP. Le chemin pour pouvoir accéder à la PrEP établi dans l'association, elle dit depuis 5 ans, un médecin Cégide réalise une permanence directe dans les locaux tous les lundis. Tous les lundis, nous pouvons recevoir des personnes qui viennent pour la première fois, par exemple, dans l'association. Un docteur qui travaille en association avec la médiatrice de santé, s'occupe des rendez-vous, d'appeler les personnes, leur expliquer l'importance de la PrEP, etc. La médiatrice fait aussi la permanence à l'hôpital Bichat 2 fois par semaine pour accompagner les médecins dans la prise en charge de la PrEP. Ça crée une véritable continuité et un lien entre l'offre de santé et l'association et l'hôpital. Antes este dispositivo, el acceso a la PrEP dentro del hospital era de varios meses. Hoy cuando las personas llegan el lunes por primera vez se les ofrece una prueba de detección y si es negativo se les puede proponer directamente una cita con el médico de la PrEP. Las personas tienen acceso a la PrEP el mismo día y la mediadora trabaja para mantenerlas en el camino recordándoles su cita y charlando con ellas. Este es un ejemplo de reducción de tiempo y mediación de salud. Ok. Par exemple, avant ce dispositif d'accès à la PrEP, à l'intérieur de l'hôpital, ça pouvait parfois prendre plusieurs mois pour pouvoir accéder à ce traitement. Aujourd'hui, quand les personnes arrivent le lundi, par exemple, pour la première fois, on leur propose directement un test de détection. Et si c'est négatif, on peut leur proposer directement un rendez-vous avec un médecin pour qu'ils puissent recevoir la PrEP. Les personnes aujourd'hui ont accès à la PrEP le même jour. La médiatrice travaille pour les maintenir en fait dans ce chemin de prise de la PrEP, leur rappeler leur rendez-vous, discuter avec elles, etc. Ceci est un exemple de réduction de temps et de médiation au sein de la santé. Para terminar, quiero decir que para mí el trabajo de mediadora no es un trabajo que podemos realizar a solas. Es un trabajo que realizamos en equipo, compartiendo e intercambiando nuestros saberes y entre ayudándonos para encontrar las mejores soluciones y crear un cambio en la vida de las personas que nosotros ayudamos día a día. Gracias. Pour terminer, pour ceux qui ont compris, vous pouvez le faire, hein, ça fait toujours plaisir. Ok.
pour les non-hispanophones. Pour terminer, je souhaiterais dire que pour moi, ce travail de médiatrice est un travail que je ne pourrais sûrement pas réaliser toute seule. C'est un travail que nous réalisons en équipe, que nous partageons, nous interchangeons nos savoirs en nous entraidant pour trouver les meilleures solutions et créer un changement dans la vie des personnes que nous aidons jour après jour. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chanel. Ça va? Je peux prendre de l'eau si tu veux. Pour continuer d'évoquer ces difficultés, l'intersection des différentes discriminations qui peuvent se mettre dans le parcours des personnes trans et exilées, je voulais passer la parole à Jules. Tu es aussi membre de l'association Clarté à Toulouse. Qu'en est-il depuis ton expérience des difficultés rencontrées au-delà de l'accès à la santé, mais aussi sur les questions de logement, de travail? Bonsoir. Je me présente, moi c'est Jules Niabo, transgenre ivoirien. Il faut dire que ça fait maintenant 7 mois que je suis ici en France. Je vais parler ce soir de ma situation depuis que je suis arrivée ici. Il faut dire que ce n'est pas facile. Mais avec l'association Clarté, Jade à la tête aussi et Love qui essaye un peu de nous accompagner, ma partenaire et moi. Étant en Côte d'Ivoire, la prise d'hormones pour nous c'était quelque chose de quasiment impossible. Quasiment impossible. Et du coup, ma partenaire et moi, on a lutté comme on pouvait. C'est vraiment pas facile. Et nous sommes arrivés sur le territoire français pour réaliser ce rêve-là. Réaliser ce rêve-là, quelque chose qui n'était pas possible dans notre pays. Et arrivé ici, il faut dire qu'en ce qui concerne le logement, on a été logé par Forum Réfugiés. Et là, ce soir, je vais en profiter ici avec le micro pour saluer les personnels du Forum Réfugiés qui sont présents dans cette salle que j'ai vue. Ce sont des personnes tellement gentilles, accueillantes. Ils sont présents, il y a mon assistante qui est là et il y a Priska qui est là. Et en plus de ça, il y a, comment dirais-je, l'accès maintenant aux soins. Il faut passer maintenant à la transition. Et ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile parce que avec les renseignements qu'on a essayé de prendre, on a pu avoir quelques contacts des médecins, mais ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé, ils ont dit qu'on ne prend pas de nouvelles personnes, on ne prend pas de nouvelles personnes. Et là, ce n'a pas été facile. Et maintenant, avec l'association Clarté, j'ai pu avoir mon premier rendez-vous. Et là, je leur dis merci parce que l'association Clarté fait beaucoup, beaucoup pour nous. Ils sont accessibles, ils sont disponibles à toutes nos préoccupations. Toutes nos préoccupations. En ce qui concerne la situation du travail, étant encore en demande d'asile, il faut attendre. Il faut attendre, on n'a pas de possibilité de travailler. C'est un moment où on est là et on ne fait rien. Et c'est un peu ça. Et vu que je suis là, ça fait maintenant 7 mois, je ne sais pas à ce qui m'attend dans le futur, mais pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est le problème où on devrait avoir des médecins pour me suivre, surtout en ce qui concerne la prescription des hormones pour ma transition. Et là, ça a traîné un peu, et quand Clarté a intervenu, les choses se passent bien. Moi, je pense que c'est un peu ça, je ne vais pas être trop long. Et du coup, je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être parmi vous, parce que pour moi, c'est un rêve qui commence maintenant, et ça me fait énormément plaisir. Et là, je vous dis merci. Merci beaucoup, Jules. Ouais, on va proposer de faire un deuxième temps d'échange maintenant avec vous. Si vous avez des questions à poser aux intervenants, aux intervenantes. Bonjour, moi d'abord c'était un petit témoignage parce que je suis médecin, j'ai travaillé dans un service où il y avait des médiatrices en santé, enfin une médiatrice et un médiateur en santé,
Et je pense que c'est des personnes qui sont super importantes et qui étaient vraiment un atout majeur pour la prise en charge de patients ou de patientes avec des problématiques différentes qui sont bien mieux connues par les médiateurs en santé que nous. Et voilà. Donc ça, c'était une petite remarque. Et après, j'avais une question, une remarque, enfin un cas que j'ai eu récemment. Une patiente qui n'est pas française, qui n'a pas ses papiers, qui a des papiers au nom de son ancien genre, et qui du coup a refusé de faire toutes les démarches de légalisation et peut-être de prise en charge pour la sécurité sociale et ce genre de choses, parce qu'elle se disait que bientôt elle ferait les démarches dans son pays pour changer de nom, et que du coup on se retrouvait dans une situation avec une personne qui n'a pas de prise en charge sociale, alors qu'en fait elle sait comment y accéder, on lui a plusieurs fois proposé, mais pour des problématiques administratives en fait se trouve freinée dans ses démarches. Et je voulais savoir si vous rencontrez souvent ça, qui refusait de commencer les démarches tant qu'en fait son nom n'était pas changé dans son pays d'origine. Et donc on était un petit peu coincés. Je trouvais que c'était dommage pour cette patiente qui aurait des soins plus faciles d'accès si elle avait une sécurité sociale. Et en même temps, je comprenais aussi son positionnement parce que moi, je connais pas les démarches administratives pour changer de nom, mais je pense qu'elles sont très complexes. Et donc, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous leur conseillez à ces patientes-là et comment est-ce que vous gériez ces situations? Alors, c'est très compliqué. Je comprends le choix de cette patiente d'attendre jusqu'au moment où elle puisse changer ses papiers dans son pays d'origine avant d'entamer une transition en France, parce que les situations administratives sont un peu... être trans, au niveau du droit international, c'est très flou pour l'instant. Il y a peu de choses qui ont été définies. Quand on arrive et qu'on fait par exemple une demande d'asile et qu'on obtient le statut de réfugié, c'est l'OFPRA qui nous donne un nouvel acte de naissance, et c'est l'OFPRA encore qui peut se permettre de modifier cet acte de naissance, de faire le changement d'état civil. Mais quand on a un titre de séjour par exemple, donc on a une nationalité étrangère et on a un titre de séjour français, moi, demain, par exemple, si je voulais faire un changement d'état civil en France, je ne pourrais pas. Juridiquement, je n'en ai pas le droit. Parce que l'État français ne peut pas modifier mon acte de naissance parce qu'il ne l'a pas issu lui-même. Donc, pour pouvoir avoir des papiers qui correspondent à mon genre et à mon état civil d'aujourd'hui, il faudrait d'abord que je fasse la demande de naturalisation, que j'obtienne la nationalité française, que je fasse un renoncement de nationalité dans mon pays d'origine, que je renonce à ma première nationalité, et qu'ensuite je fasse modifier ma nouvelle nationalité française. Donc c'est très long et très compliqué parce que juridiquement, l'État français ne peut pas se permettre de dédoubler une identité, quelque part. Donc je ne peux pas être, moi, Jules, français, avec un nom et avoir un autre passeport avec un autre prénom. C'est comme si l'État... créer une usurpation d'identité, entre guillemets. Donc c'est très compliqué. Donc je comprends tout à fait le choix de cette patiente pour ne pas avoir à se débarrasser de sa nationalité d'origine, d'abord d'entamer l'acte de faire changer l'acte de naissance original et que les choses suivent plus naturellement après juridiquement. Mais voilà, ça reste un frein aux soins. Se dire ne pas faire de transition aujourd'hui pour éviter d'être dans un vide juridique dans 4 ans, c'est un choix, c'est se faire violence, c'est le système qui nous l'impose aussi. Juste pour compléter ce que dit Jules, moi dans ce que j'entends aussi que vous dites, il y a mais c'est dommage, moi je trouve ça dommage pour elle, et en fait je pense qu'il faut garder en tête aussi les personnes trans, on a chacun notre façon de transitionner, il n'y a pas une façon de transitionner, et du coup on a un peu l'image de ah oui, ce serait plus facile de changer ses papiers, ce serait plus facile de ça, et oui, matériellement c'est vrai qu'une personne trans qui a son identité de genre qui correspond à ses papiers, souvent c'est plus facile pour accéder à l'emploi, pour accéder à plein de choses, mais en fait c'est pas parce que c'est plus facile que les personnes sont obligées de le faire, et du coup quand bien même on estime que ce serait plus facile matériellement de faire ça,
en fait, on peut pas obliger les personnes enfin, chaque personne, en fait, est libre de faire ce qu'elle souhaite faire, en fait, tout simplement. Et peut-être compléter ce qu'a dit Jules aussi, qui est vrai sur, enfin, ce qu'il a très bien expliqué sur le changement d'état civil. Nous, c'est assez récent, mais le juriste, depuis cette année, en fait, il a réussi à faire changer, non pas l'acte de naissance, du coup, original, parce que, comme il a très bien expliqué, quand l'acte est fait par un autre pays, on peut pas changer sur l'acte. Par contre, en montrant que la personne vivait en France, allait rester en France, et que dans le pays d'origine, c'est très compliqué de changer son état civil, parce qu'en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que même pour des pays où c'est pas possible de le changer, l'État français en fait dit, faut le changer dans ton pays et ensuite le changer en France. Du coup, nous, on a réussi à faire pour plusieurs personnes algériennes, péruviennes, équatoriennes, vénézuéliennes, non pas le changement sur leur acte de naissance, mais sur tous leurs papiers français. Et du coup, c'est des cas de jurisprudence, et donc je le dis pour toutes les assos, parce que du coup, il y a le tribunal de Paris qui a accepté là pour une quinzaine de personnes de différentes nationalités, dont celle que je viens de citer, l'autorisation en fait de changer sur le titre de séjour, sur tous les papiers français, en fait, l'état civil de la personne, sans qu'elle change dans son pays d'origine. Après, ça peut poser plein de questions, parce que, comme il l'explique, ça te fait être avec une espèce de double identité entre la France et ton pays d'origine. Mais en tout cas, là, nous, on a réussi à le faire l'année dernière en faisant des requêtes assez lourdes. Donc, ça demande, encore une fois, l'aide d'avocats, de juristes, enfin... Oui, je voudrais prendre la parole. Déjà, pour compléter ce qui vient de se dire, il y a aussi un truc de l'accès au pays aussi quand on transitionne. Enfin, quand on décide de transitionner hormonalement parlant ou même administrativement parlant, il y a aussi, c'est aussi un choix très fort de se dire je pourrais plus retourner aussi dans mon pays. Et donc du coup, il y a toute une complexité en fait pour chaque vécu qui est aussi à prendre en compte, et ne pas avoir une projection d'un archétype d'une personne qui serait migrante, qui viendrait absolument ici en France et qui ne voudra jamais retourner dans son pays et qui veut l'aumône de la France, quoi. Donc voilà, il y a vraiment aussi tout un point aussi très important à avoir, une vigilance où chaque vécu est complètement unique et que voilà, faire attention aussi aux biais qu'on peut avoir et aux attentes qu'on peut avoir. Aussi sur le point que j'ai amené tout à l'heure sur la formation, le point de se former par des personnes concernées et les rémunérer, et ne pas attendre que ce soit ces patientes gratuitement qui, en plus en vous payant, qui ferait que cette personne-là vous forme. Ce serait quand même cocasse. Il y a aussi un point aussi très important. Là, il y a Accept Tester. Je pense que c'est précieux d'avoir aussi de multiples associations, et il en faut et on en manque encore. Mais c'est aussi, là on est à Toulouse aussi, et c'est aussi important de recentrer aussi ça ici. Je pense que toutes et tous les praticiennes qui sont ici viennent de Toulouse, et que sur les soutiens des associations, etc., effectivement, tu as fait un appel, Laszlo, sur soutenir l'Accept Tester et le FAST, etc. Mais il y a aussi un truc de avoir vraiment une vigilance sur qui est-ce qu'on soutient, avoir vraiment ce truc de c'est Paris, c'est génial, il faut que ça continue et il faut du soutien, mais il faut aussi du soutien pour le M2T, il faut aussi du soutien pour Clarté, il faut aussi du soutien pour GECO, et donc voilà, le GECO, ouais, et la caisse de santé, et donc du coup il faut absolument aussi resituer à chaque fois qui est-ce qui va nous former. Est-ce que c'est des personnes qui sont le plus invisibilisées ou visibilisés au sein de la société sur les questions de privilèges. Donc voilà, qui est tout le temps appelé pour parler, ou tout le temps appelé pour former, etc. Et réussir aussi à équilibrer tout ça et avoir une vigilance là-dessus. Donc ne pas appeler tout le temps la même association pour former parce qu'il y en a d'autres, ou ne pas tout le temps aider la même association parce qu'il y en a d'autres, etc., etc. Merci. Bon, je m'excuse, je change un peu de sujet, c'est très intéressant, merci de votre intervention. Et juste pour Accept Tester, peut-être une question sur la médiation. C'est l'hôpital qui se pose des questions sur la médecine de ville. Est-ce que vous allez vers la médecine de ville pour la médiation aussi, ou il y a juste ce partenariat avec l'hôpital Bichat? Est-ce que les médiateurs vont vers les professionnels de la ville? Et avec interprète ou pas? Du coup, non, je pense faute de moyens aussi. Après, on travaille en réseau avec le réseau de santé trans qui a été formé par les assos trans locales. Et effectivement, je rejoins le camarade Jawar là-haut, c'est important. Et nous, par exemple, on s'est aussi posé la question de est-ce qu'Acceptess on vient à Toulouse, quand notamment Griselizis a dit si Acceptess vient, nous on vient pas. Et nous on a dit non, mais par contre nous on n'intervient pas si Grisel n'intervient pas.
parce qu'il n'y a pas de, enfin c'est autant partagé, mais donc effectivement c'est important que les médecins se fassent former par les assos locales, parce que nous ce qu'on voit c'est que le fait d'avoir formé des médecins en fait sur place, bah, même s'il n'y a pas de médiation directement en fait dans les cabinets libéraux, par contre il y a un réseau de santé trans qui fonctionne sur Paris, qui fait qu'on a un groupe signal en fait entre médecins et associations, qu'on a en fait nos propres outils, nos groupes d'échange de pratiques sur le territoire, et du coup c'est pas de la médiation à proprement parler comme on l'a expliqué Chanel juste avant. Par contre il y a une forme de collaboration en fait qui se met en place entre les associations locales et les médecins en fait sur le territoire, chose qui est beaucoup moins vraie. Je vois des médecins ici qu'on a formés en visio et qui est un peu une première porte d'entrée vers la formation. Bah, en fait, ces médecins-là, nous, on n'est pas en lien avec eux en fait, tout au long de l'année. Et du coup, ces médecins-là, bah, ils ont plutôt intérêt effectivement à se mettre en lien avec les assos locales, chose qui est déjà le cas, j'imagine, pour ceux et celles qui sont là. Parce que, voilà, donc c'est pas de la médiation à proprement parler. Par contre, c'est de la collaboration qui se met en place avec effectivement l'idée de ne pas reproduire ce qu'a expliqué Jules tout à l'heure, des endroits où il y aurait que des médecins qui discutent entre eux en fait des parcours de santé trans, mais bien en fait une collégialité entre personnes concernées, associations et personnel soignant, pour prendre les décisions, pour avancer ensemble et essayer de réfléchir à la meilleure prise en charge possible en fait.